Une pensée qui reste, et non un fond sonore qu'on oublie. Mario Dumont. Je vous l'avais annoncé tout à l'heure, notre discussion aujourd'hui va porter sur vous, comme électeur, votre sensibilité au candidat vedette, à la personnalité du candidat, parce que ça vient de partout, là. Tous les partis nous présentent le candidat. Dans certains cas, c'est le curriculum vitae qui fait foi de tout, parce qu'on connaît pas vraiment la personne, à moins d'être dans son domaine. Dans d'autres cas, comme hier, Claudine Desrochers, ben là, c'est une personnalité de la TV que le grand public a eu l'occasion de connaître. Alors, pour parler de ça, de l'impact de ça, on va parler avec quelqu'un qui nous fournit pour cette élection-ci un nouvel outil pour essayer de comprendre puis de voir venir ce qui se passe. C'est Stéphane Gobeil, qui est un ancien conseiller spécial auprès de François Legault, mais qui est cofondateur de Asgo IA. Monsieur Gobeil, bonjour. Bonjour Mario. Parce que vous êtes, ça existe depuis quelques années, les simulateurs électoraux, mais là, vous venez d'en créer un nouveau, même assez ludique, avec lequel on peut jouer. On ajoute un demi-point de pourcentage à un parti ou on enlève à l'autre. Et là, on voit à peu près comment ça pourrait se redistribuer sur la carte électorale en termes de sièges. Absolument. On a utilisé l'intelligence artificielle qui est un peu le fondement de notre entreprise chez Asgo. Ouais. Expliquez, parce que ça demeure une science, moi qui me... Bon, je suis un peu un sceptique, je me pose toutes sortes de questions, parce que c'est pas facile d'essayer de voir ce que les intentions de vote à l'échelle du Québec pourraient faire dans un comté, parce que localement, il y a des dynamiques, puis là, le maire de la place est populaire, puis comment on essaie de créer un modèle qui intègre toutes les variables? La puissance analytique de l'intelligence artificielle nous aide beaucoup, d'abord, parce que on a les données ouvertes du directeur général des élections. Alors, on a toutes les données brutes. On met l'intelligence artificielle là-dedans, puis ça nous donne un portrait très intéressant. Après ça, on utilise des modèles statistiques. Puis c'est éprouvé, par exemple, il y a Québec 125 qu'on connaît bien au Québec, qui fait un bon travail. Puis vous alliez ça avec mon expérience politique de presque 30 ans. Je pense que ça fait un bon mélange pour réussir à avoir des bonnes projections. Mm-hmm. Donc là, on le retrouve, votre nouvel outil s'appelle route127.ca. Parce que là, c'est plus 125, c'est 127 le nombre de comtés. Ah oui, c'est ça, on s'est adapté. Vous pouvez trouver toutes les sections de vote aussi dans notre outil. Vous pouvez même mettre votre code postal, puis vous allez voir comment les gens ont voté dans votre quartier en 2022 et les projections pour 2026 qui vont être mises à jour à chaque nouveau sondage. Puis là, notre machine va être nourrie de façon extraordinaire parce que j'ai vu tout à l'heure que Jean-Marc Léger allait publier le plus gros sondage de l'histoire du Québec. Alors, ça va nourrir notre machine. C'est bon. Ouais. Parce que ça, c'est déjà une question. Parce que là, il y a quand même quelques firmes de sondage. Remarquez qu'au Québec, il y en a moins qu'autrefois, ou il y en a moins qu'aux États-Unis, mais quelques firmes de sondage qui sont pas toutes de fiabilité égale. Dans certains cas, il y a des nouvelles firmes de sondage. On n'est même pas capable de se référer dans le passé. Est-ce qu'ils ont déjà sondé une élection? Est-ce qu'ils ont déjà bien sondé une élection? On les connaît pas. Comment vous choisissez? Parce que dans le fond, c'est les sondages que vous mettez dans le blender qui font le milkshake. Là, comment vous choisissez les sondages que vous mettez pas? Il y a deux firmes au Québec à qui on donne le poids maximal. C'est Jean-Marc Léger, évidemment, Léger Marketing, qui est je pense, le leader au Québec, que tout le monde connaît, qui est très fiable. Évidemment, a été testé à de nombreuses élections. Puis Synopsis Recherche, qui est moins connu aussi, là, mais qui est avec Yuri Rivet, qui est une firme solide. Qui a commencé à sonder pour la presse, là. Oui, c'est ça, exactement. Mais les firmes de Toronto qui font des robocalls, tout ça, on les intègre dans notre moteur, mais on leur donne beaucoup moins de poids quand même. Et puis, on a testé les sondages, par exemple. On a utilisé beaucoup Léger. On a testé les sondages de Léger, par exemple, juste avant les élections de 2014, 2018, 2022. Puis là, on a mis notre moteur comme si notre moteur, il ne connaît pas les résultats électoraux. Puis c'est comme ça qu'on teste en faisant des tests sur le passé, les élections passées. C'est comme ça qu'on teste notre moteur avant d'arriver là. J'arrive à ma question, qui est celle, d'ailleurs, là, on invite les auditeurs à nous écrire, à nous appeler, Alex. 1-877-827-2346. Écrivez-nous, appelez-nous, on veut vous entendre. Il y en a déjà qui l'ont fait depuis le début de l'émission. Sur la question des candidats vedettes, je vous lance la discussion avec vous, M. Gobeil. Dans votre modèle, là, vous faites un comté, mettons, je vais prendre hier, là, vous faites le comté de Joliette. Puis là, vous l'avez déjà, en fonction des résultats passés. Puis à Joliette, c'est des francophones, puis toutes sortes de critères. Fait que ça devrait, selon les sondages, ils devraient voter ceci ou cela. Mm-hmm. Puis là, oups, on débarque Claudine Desrochers. Est-ce que vous allez mettre une petite variable dans votre...
Pas tant que j'ai pas un sondage local, parce que sinon, ça serait basé sur l'arbitraire, sur comment moi je jauge l'effet de sa popularité, de sa... Ça, c'est pas facile. Mais il y en a un effet, c'est sûr. On l'a vu dans le passé. C'est-tu 2%? C'est-tu 3%? C'est-tu 1%? C'est-tu 5%? Ben, c'est ça. Mais moi, je peux pas, évidemment, rentrer ça de façon arbitraire, parce que ça fausserait un peu le modèle. Mais ce qu'on sait, c'est que les candidats locaux, c'est rare qu'ils vont chercher plus que 5 points. C'est très rare. Ça déçoit tout le temps un peu les gens qui sont considérés comme des vedettes, qui pensent qu'ils vont avoir un effet extraordinaire dans leur comté, mais sauf de très rares exceptions, Pascal Bérubé dans Matane, Louis Plamondon au fédéral dans Richelieu. Même les chefs de parti qui aspirent à devenir premier ministre, ils vont chercher des fois 5-7 points. Ça, on l'a intégré dans notre modèle. On a intégré les députés sortants, c'est ça, parce que on a des vraies données scientifiques sur quel effet ça a un député sortant, quel effet ça a un chef historiquement dans les élections, dans les comtés. Alors ça, on peut l'intégrer. Mais une vedette, le mot est général. Il y en a qui peuvent avoir beaucoup de tirants d'eau, d'autres moins. Ouais, Alexandre, vas-y. Ben justement, il y en a qui sont des vraies vedettes, là, dépendamment de la définition qu'on en fait. Régis de la Gaspésie nous écrit: si Céline Dion était candidate chez Québec solidaire, nous aurions 2 co-porte-parole pour premier ministre. Puis tout à l'heure, on avait un autre auditeur qui nous disait aussi: si demain matin Taylor Swift se présentait avec le Parti libéral du Québec, c'est Charles Milliard qui deviendrait premier ministre. Il y a comme des degrés de vedettariat aussi. Ouais, là. Des gens qui sont peut-être aussi qui sont un peu cyniques, qui le disent à la blague. Il y a Sylvain qui est en ligne. Bonjour Sylvain. Bonjour Mario, ça va bien? Oui, vous, est-ce que vous êtes dans votre comté, là, est-ce que ça vous touche si on vous présente une personnalité connue ou quelqu'un qui a un gros curriculum vitae? Ça peut-tu vous faire changer de parti? Pas du tout. La seule vedette qui me ferait changer d'idée, c'est Mario Dumont. Ah! Bon, Sylvain, OK, mais il ira pas, fait que ça arrivera pas. Mais Non, pour vrai, donc vous, ça vous... hein? Ouais, mais pour vous, ça vous dérange pas? Vous votez pour le chef, pour le parti? Non. Moi, je vote pas pour les promesses, puis je vote pas pour les vedettes. Je vote pour celui qui va faire la job qu'il a à faire. OK. Fait que, qui me disent que il va régler les problèmes, par exemple, où j'ai attendu 15 heures l'autre jour à l'urgence, il va peut-être me régler ça finalement. Ben, je vais voir ce que c'est qu'il fasse le travail. C'est ça qui va me faire voter pour lui. Puis là, en ce moment, même si je suis souverainiste, je suis désolé, je pense que M. PSPP devrait retourner dans ses livres d'histoire parce que ça n'a pas marché 2 fois. Je veux dire, je pense pas que ça va marcher une 3e fois. Vous pas. Mais là, moi, je vais voter. Puis j'ai 64 ans, OK? Je suis de la gang qui aime Mark Carney, mais moi, je l'aime pas. OK? Et puis, je suis de la gang qui change supposément les votes, mais moi, non, ça change rien. Et là, je m'enligne pour Éric Duhem. OK. Hey, merci, Sylvain. Au revoir. Ouais, ça, M. Gobeil, Sylvain nous dit, moi, je vote pour celui qui va faire la job. Les programmes, ça, c'est toujours un grand mystère. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui lisent les programmes? Évidemment, les programmes sont véhiculés dans le discours du chef, les débats des chefs, etc. Mais, tu sais, je me suis toujours demandé la personnalité du chef versus les grandes orientations. C'est quoi les facteurs qui orientent le vote, là? Non, c'est les chefs. Clairement. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments de programme qui marquent les esprits, puis aussi qui orientent un peu la façon dont on perçoit les chefs. Mais c'est les chefs qui sont... Le chef, c'est le facteur le plus important. Le parti puis l'équipe qui l'entoure, c'est les facteurs. Même si, quand on fait des sondages, on demande aux gens qu'est-ce qui est le plus important, ils vont nous dire le programme. Mais après ça, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est pas finalement un facteur déterminant tant que ça. C'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens, je veux dire... si à l'entrée des bureaux de vote, on faisait un examen sur les 5 programmes, d'après moi, on ferait le saut. Que ça serait pas parfait, là. Ouais, puis moi, je vous dirais, pour avoir préparé 11 élections générales, je vous dirais que si à la fin d'une campagne, les gens se souviennent de 3 éléments d'annonces qu'on a faites, c'est une belle réussite. Je comprends. Donc, si on réussit à marquer les esprits par 3 éléments. Oui, Alexandre, continue. On a beaucoup de gens qui réagissent un peu dans les 2 directions. Il y en a pour qui la candidature va être importante, là, dépendamment de son niveau de notoriété, mais on parle aussi des compétences. Hein. Il y a plusieurs commentaires. Il y en a qui disent que d'avoir 125 députés qui sont tous des avocats ou tous des médecins, ça fait pas beaucoup de diversité.
D'un autre côté, on reproche certains candidats vedettes qui ne connaissent rien à la politique, selon eux, puis qui débarquent là, comme ça, sans aucune connaissance, inquiétant dans un milieu politique. Et ça, il doit avoir quand même une espèce de degré, dépendamment de l'emploi et de la profession. Je prends ça quand même avec un grain de sel, parce que moi, j'en ai vu des gens là, qui n'ont jamais fait de politique, puis tout ça, puis qui sont en 3 semaines devenus excellents. Ouais. Puis à l'inverse, t'en as qui ne l'auront jamais. Tu veux dire, t'en as, ils vont faire 10 ans de politique, puis ils vont rester mauvais, ils n'ont pas les instincts, ils n'ont pas les réflexes. C'est ça, c'est comme une deuxième nature, puis tu l'as ou tu l'as pas. Geneviève est en ligne. Bonjour, Geneviève. Bonjour. Vous êtes influencée par les candidatures dites vedettes, vous? Absolument pas. Parce que, comme je disais, votre recherchiste pour cette année, même si les partis donnent des idées, des plans, des plateformes, quoi que ce soit, avec l'insécurité économique qu'on vit en ce moment, il y a trop d'enjeux pour dire qu'ils vont faire des projets. Donc, ça fait du sens qu'ils misent sur le vedettariat parce qu'ils peuvent pas rien mettre de concret sur la table. Mais je me fais une petite parenthèse. Moi, j'ai ouï dire que le Parti québécois, pour ma circonscription, ce que je sais, ça pourrait être à l'intérieur. Ça, par contre, ça vient... je suis loin d'être... si vous êtes dans la prairie, c'est lui. Dans Sanguinet, pardon, c'est lui, je pense. Là. OK, excellent. En fait, je connais à l'intérieur comment il a travaillé avec le fédéral et tout ça. Ça serait une candidature qui viendrait me toucher beaucoup plus que le vedettariat externe que les autres partis vont venir chercher. Je comprends. Donc, vous êtes quand même sensible aux candidats, mais vous dites juste le statut de vedette en soi, ça vous influence pas. Non, pas du tout. Je comprends très bien. Mais en même temps, vous reconnaissez, vous dites les partis ont comme pas le choix d'en avoir. Ils n'ont pas le choix d'en avoir parce qu'ils peuvent rien mettre de concret comme plan, comme idée sur la table, surtout à moyen long terme. Si on retourne là, 30, 40, 50 ans, les idées à moyen long terme, on pouvait se permettre d'en mettre, mais aujourd'hui, avec le déséquilibre économique mondial ou même juste provincial, on peut pas se le permettre. Les marges de manœuvre sont moins grandes. Hey, merci beaucoup, Geneviève. Merci de nous avoir appelés. Il y a Micheline qui est en ligne. Micheline, qu'est-ce que vous en pensez, vous, des candidats vedettes? Pour moi, ça fait pas pencher dans la balance. Là. Je suis d'accord avec la pondération de Stéphane Gobeil que ça change pas. En fait, pour moi, un candidat peut faire perdre l'élection à son chef. Ça arrive, que ça fait déraper la campagne. Ben oui, certainement. Mais je suis d'accord avec la personne d'avant qui dit que c'est important. Ils n'ont pas le choix d'avoir les candidats vedettes parce que la notoriété, on sait que les gens aujourd'hui ont une attention tellement limitée. Les gens lisent les titres, ils prennent leurs nouvelles sur les médias sociaux. Non, ils n'ont pas le choix d'avoir des candidats qui se font voir. Puis que ça frappe l'imaginaire des gens. Micheline, merci. Merci. Au revoir. Ce que Micheline vient de dire, c'est vrai, Stéphane, que c'est une arme à deux tranchants, c'est-à-dire que le candidat vedette, s'il attire beaucoup d'attention, puis il se met à déraper, puis il connaît pas le programme du parti ou qu'il contredit le chef, il peut avoir l'effet inverse, là. Moi, comme ancien stratège, avec la responsabilité de gagner des élections, les candidats vedettes, ça me faisait toujours peur, je vous l'avoue, là. Des fois, ils sont un peu candides, ils répondent à des questions, c'est toujours un peu périlleux. Et puis, des fois, il y a des effets boomerang aussi. Là, on voit un peu à Québec en ce moment avec M. Marissal, ça passe plus ou moins bien. Puis on a vu d'autres exemples dans le passé. C'est pas toujours facile à manier des candidats vedettes. Ouais, parce qu'il y en a qui ont des fortes personnalités. Il y en a qui ont des fortes personnalités, sont sûrs d'avoir raison sur tout, puis les politiques, ils connaissent pas vraiment ça, puis ils savent pas qu'ils connaissent pas ça. Fait que c'est des conditions réunies pour se mettre les pieds dans un plat. Comme j'aime à dire, il y a des gens qui aiment beaucoup la politique, mais la politique les aime pas tant que ça. Ouais, effectivement. Il y a encore plein de gens sur la ligne. Là, on a malheureusement plus de temps. Merci de nous avoir appelés. On reprend ça une prochaine fois. Stéphane Gobeil, donc route127.ca pour ceux qui veulent s'amuser avec l'outil électoral. Et puis, on vous souhaite une bonne campagne à suivre ça dans votre nouveau rôle.